Voilà. Alors, on va aborder un sujet d'actualité, tant pour les enfants que pour les parents. 97% des Français de plus de 15 ans ont un smartphone. Donc, c'est très intéressant, mais c'est très utile, le smartphone, mais c'est le symptôme de l'évolution globale de la société. La position de l'Église catholique, elle est double. Son grand pape François, on fait une analyse de Laudato Si, il dit, dans le chapitre 3, la société entre dans un paradigme technocratique. L'équilibre culturel est centré sur la technologie, la technocratie, la place incontournable de l'écran. Oui, on fait même une conférence. Il y a difficulté de ne pas avoir de support d'écran. Donc, un équilibre culturel qui met la technique au centre, avec tout ce que ça infère dans les comportements. On va en parler. Quant à Benoît XVI, dans son chapitre 6 de Caritas in Veritate, non pas Charité dans la vérité, qui est son encyclique sociale de 2009, il dit « Nous sommes devant un choix décisif, soit une raison ouverte à la transcendance, soit une raison fermée dans l'immanence technologique. » On est devant un choix décisif. Et quand Benoît XVI parle, je dirais, lui, il parle de manière hyper synthétique et voilà. Donc il y a une société qui évolue rapidement. On parle d'accélération de l'accélération. On voit bien troisième révolution numérique en l'espace de 30 ans. La généralisation d'Internet dans les années 90, le smartphone dans les années 2012, qui généralise la miniaturisation de l'ordinateur, et donc depuis 2023, l'intelligence artificielle. ChatGPT-5 est sorti. ChatGPT-5 est sorti cette semaine. Voilà. Donc on va nous bercer à faire miroiter, je dirais, des évolutions. C'est vrai que ça a répété? Non, ça va. Voilà. Donc ça va s'accélérer. Vous écoutez les grands patrons, les anciens patrons de Google, Schmidt, AQ, tout ça. Je dirais, on va dans le dur en termes d'accélération. 50% des métiers vont être bousculés par l'intelligence numérique. Donc il faut à la fois se positionner et se former. Voilà. Donc on est en mode un peu d'expectative. Il y a une petite sidération par rapport à cette question technocratique. On est fatigué un petit peu de toujours devoir s'adapter. C'est la grande situation d'une personne. Une personne dans les années 30, elle disait déjà, dans les deux sources, la morale et la religion, il y a un décalage structurel entre l'accélération des techniques et la capacité pour nous de bien intégrer les techniques. C'est mieux que 15 ans. Merci. Voilà. Donc la question, c'est technique, intégration, la technique des structures, et voilà. Ne laissez personne voler votre liberté. Notre liberté, elle est pas mal volée. En France, un Français, en moyenne, passe 3h30 par jour sur notre imprimant. Il l'allume 260 fois. Donc, une fois toutes les 6 minutes. Aux États-Unis, c'est une fois toutes les 4 minutes. Moi, j'ai voyagé. J'ai fait 10 ans de mission en Chine. En Chine, ils n'ont pas un smartphone, ils ont 2 smartphones dans la poche. Aux États-Unis, c'est pareil. Voilà. Donc, on est environné et les parents ont le souci de l'impact culturel du smartphone sur le psychisme, l'éducation fondamentale des enfants, et à juste titre. Marcel Gaucher, qui est un très grand sociologue français, il dit très clairement le but de la société technico-libérale, c'est le grand remplissage du vide. Le grand remplissage du vide. Voilà. On connaît une société qui, par la technocratie, crée des contenants, mais pas des bons contenus.
et remplissage du vide. Et c'est vrai que on en fait tous l'expérience, je pense, hein, de passer du temps inutile sur l'écran parce qu'on se remplit. Mais on se remplit, remplissage du vide, alors que notre vocation, c'est le remplissage du plein. Le remplissage du plein, c'était le carrefour d'avant. Voilà. Donc là, on va faire le danger du remplissage du vide. Voilà. Alors, on va s'intéresser donc au smartphone. Donc, ce que je vais raconter, c'est que j'ai écrit un livre, Libérer, délivrer, le smartphone. Ça veut dire quelque chose, libérer, délivrer. Bon, j'ai été le seul à pas connaître ce genre d'expression. Mon éditeur m'a dit, vous réagissez pas là, libérer, délivrer. Je suis un peu nul. Le soir, je suis allé voir la Reine des Neiges, là. C'est vrai que le petit passage où elle chante dans la neige, c'est pas mal. Et donc, j'ai fait une ouverture entre la Reine des Neiges et bien sûr le smartphone. Mais avec, on est quand même pas, voilà. Donc, c'est 10 jours pour reprendre le contrôle. Aujourd'hui, les gens ont perdu le contrôle. Les gens ont perdu le contrôle. Tout le monde a, au moins la moitié des gens ont perdu le contrôle. Ça se voit à la question de la pornographie. Hein. 50% des adultes regardent de la porno. Donc, c'est vraiment déjà une perte de contrôle forte. Voilà. Alors, liberté, voilà, liberté, est-ce qu'on vous vole votre liberté? On caractérise, vous voyez, l'économie d'aujourd'hui comme une économie de l'attention, une économie qui va essayer de capter votre intention, capter la vente d'un produit possible à vendre. Voilà. Et donc, on va faire tout ce qu'il faut. Le meilleur moyen de capter votre attention, c'est de le capter à partir de tout dans la poche. Donc, on va vous rendre dépendant de tout dans la poche, parce que vous y mettez votre réveil, etc. 9 Français sur 10 dorment avec le smartphone dans la chambre, 4 sur 10 dans le lit. Et puis, c'est la guerre contre le smartphone dans la chambre. C'est le point de départ de se réapproprier son espace, son Lebensraum, son espace vital. Voilà, on va réfléchir à des petites choses. Alors, donc, le livre de référence, c'est ça, 10 jours pour reprendre le contrôle. Est-ce qu'on est amoureux du smartphone? Comment on définit d'être amoureux? On le définit par le temps qu'on passe avec quelqu'un. Un enfant de 12 ans passe 2,5 fois plus de temps avec ses écrans qu'avec ses parents, ses amis, ses éducateurs réunis. Temps passé devant écran en fonction des parents, des éducateurs. Donc, déjà, il y a une surinflation du temps passé dès le plus jeune âge maintenant, et donc de l'impact possible de l'écran sur le sujet. Jean d'Ormesson aime bien ce raccourci, il dit « l'écran, c'est ce qui fait écran ». Ben oui, c'est pas étonnant. L'écran, voilà. Donc, le temps passé devant un écran fait écran, il fait écran à quoi? Il fait écran à l'expérience. Donc ici, on fait une expérience de proximité familiale, de partage familial, fraternel pendant 4 jours. Il n'y a pas beaucoup d'écran, au sens on n'est pas isolé dans son écran. Mais, la génération de vos enfants, par rapport à la génération précédente, passe un tiers de temps de moins en relation directe avec les personnes. Un tiers de temps. Ils vont au cinéma, ils vont entre amis flâner, ils font moins d'activités ensemble. Un tiers. Ça, c'est quantifié, en tout cas, au moins pour les États-Unis. À la cohorte américaine, il y a des très très belles études aux États-Unis sur 11 millions de personnes, d'ados, et qui montrent l'impact, d'abord l'impact psychique négatif, plus à partir de 2012, plus en l'espace de 3 ans, plus 200% de dépression, plus 200% de suicide, etc., de scarification, due à la surexposition du sujet par les écrans, notamment les harcèlements cyber, etc. Bon. Évidemment, c'est des convergences, c'est jamais des causalités absolues, mais on voit bien qu'il y a des convergences très troublantes. Alors, on va regarder est-ce que vous êtes amoureux du smartphone? Voilà. Petit film de 4 minutes. Monsieur Théodore Tinblé, bienvenue sur le premier système d'exploitation intelligent. Nous aimerions vous poser quelques questions. Allez-y. Êtes-vous sociable ou solitaire? Ça fait un moment que j'ai pas été sociable. Comment décririez-vous votre relation avec votre mère? Merci. Patientez pendant l'initialisation de votre système d'exploitation. C'est son écran qui lui parle. Voilà, je suis là. Attends, quand la stationnelle, mais... Salut. Bonjour, je m'appelle Samantha.
Bonjour Théodore. Bonjour. Tu as un rendez-vous dans 5 minutes. Il serait peut-être temps de te lever, non? Tu es trop marrante. Je suis marrante. Super. Je veux tout apprendre, surtout. J'aime ta façon de voir le monde. Je crois que tu seras bientôt prêt à ressortir avec des filles. Comment ça? J'ai lu dans tes mails que tu étais séparé. Dis donc, t'es bien curieuse. C'était comment d'être marié? Ça peut être magnifique de partager sa vie avec quelqu'un. Comment on peut partager sa vie avec quelqu'un? Ça va, toi? Bah en fait, je m'amuse bien. Je suis heureuse d'entendre ça. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas senti aussi bien avec quelqu'un. Ça fait quoi d'être vivant dans cette pièce, là, maintenant? J'aimerais te prendre dans mes bras et te toucher. Comment tu me toucherais? Il faut être fou pour tomber amoureux. C'est une certaine forme de démence acceptée par la société. Comment un papa ordinateur appelle son bébé? Je sais pas. Ma puce. Tu sens que je suis avec toi, là, tout de suite. Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime. Moi aussi. Maintenant, je sais comment on aime. Voilà, donc à travers ce film, et puis voilà, les idées qu'il veut véhiculer, on voit déjà la question de le smartphone comme un simulateur de présence, un simulateur de conscience, de vis-à-vis. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est des simulations qui s'accélèrent grandement. Oui. L'histoire derrière, c'est un gars qui a une rupture affective, et cette rupture affective, ben, elle le blesse, et voilà, il remplit l'absence par la présence. Et voilà. Là, derrière, la question derrière, c'est avec qui allons-nous parler? Si maintenant, le smartphone, on peut interagir très, très, très vite, et puis les agents conversationnels, ça va arriver. Des robots dans les maisons, dans 10 ans, il y a des robots, chacun aura son petit robot. Voilà. Et ça sera utile, c'est vrai. Mais, qui sera notre vis-à-vis, avec qui on va parler? Donc, une économie de la domotique, une économie de la maison numérisée, voilà. Technocralisée. Bon, on y va, et ça va continuer à s'accélérer. Donc, tout l'enjeu, c'est de se positionner. Qu'est-ce que je donne comme valeur à cet objet et avec qui je veux parler. Voilà. Avec qui je veux parler. Avec qui je veux être en présence. Accueillir au présent la présence de l'autre comme un présent, ou accueillir une simulation de présence qui comble un vide, alors qu'on est fait pour un plein, et ce plein, c'est cette vie qu'on a présenté précédemment, vivre en présence de Dieu. Voilà. Alors, vous connaissez l'histoire de cette grenouille. Une grenouille qu'on met dans une casserole qui vient de l'extérieur dans une casserole chaude, elle quitte la casserole. Une grenouille qu'on met dans une casserole à l'intérieur de la casserole et qu'on chauffe la casserole, elle reste dans la casserole. Vous avez compris le lien avec la technocratie. Si on n'a pas de recul critique par rapport à l'influence de la technologie et de la technocratie sur nous-mêmes, on va cesser d'être mijoté par toutes ces influences et à passer comme des faiseurs d'opinion, aimeraient qu'on pense ou autre. Voilà. Donc ça, c'est notre grenouille qui va pas bien, mais elle ne veut pas sortir, et ça finit mal. Ouais, bon. On finit par être mangé. Alors aujourd'hui, être mangé, c'est quoi? Être formaté dans notre désir d'acheter ce qu'on n'a pas décidé d'acheter ou qu'on n'a pas vraiment besoin d'acheter. Et le double jeu de récolter nos données, de nous faire passer des pubs, peut influencer notre rapport à notre désir. Qu'est-ce que nous voulons vraiment du vraiment? Quel est le prix qu'on est prêt à payer, voilà, pour aller où? Si on prend le langage de l'Église aux jeunes, Cracovie JMJ 2018, je pense, c'était
aux jeunes, bah, quittez votre canapé, mettez des chaussures à crampons et allez-y. Bon, et à Lisbonne, c'était Anzati, lève-toi, lève-toi. C'est intéressant parce que c'est le pape finit son discours. Vous avez le super pont Butage, là, magnifique, tout au début là, et vous avez des centaines de drones qui arrivent dans le ciel et qui font le message du pape central, lève-toi dans toutes les langues. Voilà. Lève-toi, voyez, canapé ou se lever. Canapé, smartphone, écran, juste se lever, engagement dans la vie. On l'a dit tout à l'heure, bonheur, l'étymologie du terme bonheur en grec, ça veut dire en marche. Ça veut dire, je dirais, poser un acte qui m'engage dans l'existence. Voilà. Alors, interprétation technicienne, l'écran est le moyen par lequel la personne vénère la technocratie et satisfait aux attentes de la société de consommation qui cherche à uniformiser les besoins et à intégrer parfaitement l'homme dans le système technicien. Alors, ce monsieur, Jacques Ellul, c'est pas une petite référence, c'est la référence principale de 2016 dans la philosophie de la technique, et intégrer l'homme dans le système technicien, tel serait le but contemporain de nos sociétés technico-libérales pour que l'on rentre dans le filet. Et lui, il utilise l'expression du filet. Le filet technicien, on rentre dans le filet, et le filet, bah, les poissons sont dans le filet, ils regardent par la maille du filet, mais ils se sentent en sécurité, ils ont plein de petits contacts, de petits compagnons, mais il n'y avait pas d'ange d'eau autour d'eux, il y a un sentiment de légèreté, du chalut tiré, et puis ça finit mal, une heure après, congelé dans le chalutier. Donc, en quoi nous sommes déjà dans un filet, en quoi nous ne le sommes pas, c'est un petit peu l'alternative intéressante. Alors, hyperconnecté libre. Alors, l'hyperconnexion, donc un problème d'actualité, une écrasation de l'existence liée à l'hyperconnexion, ce qui inverse l'existence. L'inversion de l'existence, est-ce que c'est moi qui vais à l'écran ou c'est l'écran qui vient à moi? Oui, c'est une bonne question. Est-ce que c'est moi qui vais à l'écran? Je m'en sers comme une boîte à outils. Par exemple, je vais vous montrer. Moi, j'ai mon smartphone là. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez tout de suite, le smartphone? Jésus. Il est en noir et blanc. Donc, moi, il est toujours en noir et blanc. J'aime aux couleurs. C'est une boîte à outils. Ce n'est pas, c'est pas un écran, c'est pas un miroir, c'est pas un prolongement de moi-même sur le monde, c'est une boîte à outils. Donc, pour rappeler que c'est une boîte à outils, et la conséquence pratique de le mettre en gris, vous faites correction couleur Samsung, correction de couleur, vous mettez activation des couleurs, et après, mettre en gris. C'est déjà un tiers de temps de consommation immédiat. Beaucoup de gens font marche arrière, beaucoup. Des gens qui mettent en gris, et après ils reviennent un coup. Parce que c'est un bon moyen de tester, est-ce que je suis libre déjà par rapport à ce temps passé ou à ce que je regarde. Bien sûr, on regarde beaucoup moins de choses quand c'est gris que quand ça. Alors, une écranisation d'existence qui cause des fragilités psychologiques, on a évoqué. Malaise dans la jeunesse, comme signal d'alerte pour tous. Je pense que c'est vrai. Une écranisation de l'existence, sur cet appauvrissement spirituel, c'est un vrai problème. Comment prier après avoir, je dirais, regardé son smartphone. Alors, mon père, est-ce qu'on peut prier avec le smartphone? Oui, mais toi-même, tu peux voir par toi-même que prier avec le smartphone. Après, bah, tu regardes autre chose sur le smartphone. Donc, il y a le matin, oui, d'accord, t'as fait un effort, t'as parlé des smartphones le soir. Tu fais ta prière, t'as bien aussi. Hein. Après, tu regardes le résultat, Real Madrid, PSG. Bon, c'est difficile. Il faut dire, et puis ça casse un peu le. Oui, la tentation du smartphone, ça nous distrait. Ça nous met en dispersion, en divertissement, on va voir ça. Et donc, le mieux, c'est quand même bien séparer la vie de prière du smartphone, d'avoir des supports papier. Il y en a des forums en France, comme Magnificat, qui ont d'église, ou Parole et prière. Parole et prière, etc. Voilà. Bon, il y a des bonnes choses. Donc, on voit bien que la tentation, ouais, la nouvelle traduction du Notre Père, hein, ne nous laisse pas entrer en tentation. L'agent de la tentation, c'est pas Dieu, hein, c'est moi. Dieu ne nous tente pas, mais il peut nous aider à ne pas nous laisser entrer en tentation. Donc, nous sommes les agents des tentations auxquelles nous nous exposons. Et le smartphone, c'est un tentateur. Et ce mot tentateur peut renvoyer à des contenances spirituelles très, très, très précises.
Alors, et moi, où j'en suis? Alors, le problème de celle-là, privé d'Internet pendant 3 heures. Est-ce que vous-même, vous pouvez être prié? Ah ouais, moi, ma posture de fond, c'est une posture de vigilance. J'ai rien contre le smartphone, mais est-ce que on est clair sur notre posture de vigilance? Et est-ce qu'on est clair sur notre posture? Est-ce qu'on est libre par rapport au smartphone? Alors, un bon moyen de s'évaluer, c'est de savoir si on peut passer une journée sans rien, sans allumer son smartphone, c'est tout. Pas besoin. Pas besoin. Maintenant, le maillage 99,5% des Français sont immédiatement connectés par Internet via les réseaux. En termes de géographique, c'est différent, c'est 85%, mais en termes de population, tout le monde est connecté. Donc tout le monde est tenté d'être hyper connecté. Un Français passe 9 heures par jour devant un écran. Tout écran confondu, hein, même les écrans de travail, c'est normal. Vous voyez, c'est la moitié du temps éveillé. Est-ce que Dieu nous a fait pour passer la moitié du temps éveillé comme ça? Du point de vue de Dieu, je pense, c'est-à-dire, pas fait pour ça. En tout cas, le corps n'est pas fait pour ça, le psychisme n'est pas fait pour ça, les relations sont pas faites. Les écrans ont mauvais maître et bon serviteur, parfois. Donc, ça, c'est Zouzou et Pokémon, qui mènent qui? Vous voyez, des influenceurs qui mènent. Nous sommes sous influence. Hein. On peut pas dire, oui, moi, notre smartphone, c'est notre chambre d'écho, c'est une chambre de miroir, c'est une synthèse de notre historique adaptée à notre ego, etc., à nos habitudes. Et donc, 20% des ados sont réveillés à 2h du matin. Qu'est-ce qu'ils font de constructif? En tout cas, le monde matin, c'est l'heure d'aller à l'école. Alors, on va regarder une toute petite vidéo sur YouTube. C'est intéressant, YouTube, tout le monde regarde tout. C'est de voir un petit peu quelle est la stratégie de YouTube pour nous rendre dépendants. Voilà, on fait une petite reprise. C'est samedi matin, t'es tranquille à la maison, et tu lances YouTube pour te mater un petit documentaire sur l'écologie. Les arbres sont nos amis. Oh, ça enchaîne avec un truc sur l'enfouissement des déchets, l'Arctique russe, poubelle nucléaire soviétique, les 10 Russes les plus forts, clash entre un ours noir et un pitbull, les 3 races de chiens préférées d'Hitler, 5 témoignages d'orthophonistes néo-nazis. Attends, quoi? La Terre est plate? Là, t'as craqué. Et tu t'es demandé comment ça pouvait te mettre dans un tel état. T'inquiète pas, c'est normal. T'es complètement accro car ces applis sont conçues à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La dopamine. YouTube est une plateforme de diffusion de vidéos en ligne. L'objectif de YouTube, c'est que tu passes le maximum de temps sur l'appli, car la valeur de la société dépend de la publicité diffusée avant chaque vidéo. Et de la collecte de tes données personnelles, qui sont ensuite analysées et revendues par le propriétaire de YouTube, Google. Plus tu consultes l'appli, plus YouTube vend cher ses pubs et plus Google collecte de la donnée. Ils vont tout faire pour te rendre accro. Sur YouTube, il y a tellement de vidéos que pour s'y retrouver, tu as besoin d'un moteur de recherche assorti d'un algorithme de recommandation qui va te proposer des vidéos susceptibles de te plaire. Pour comprendre tes goûts, l'important n'est ni de savoir qui tu es, ni ce que tu penses, mais de savoir ce que tu fais. Sur YouTube, pas de problème. Chaque action que tu effectues, laisser tomber au bout de 5 minutes, visionner depuis ta tablette ou depuis ton smartphone, à telle heure ou depuis tel endroit, produit une donnée qui est ensuite intégrée au calcul grâce au deep learning ou apprentissage profond. On bourre un programme informatique avec tes données en lui demandant de trouver lui-même la théorie pour prédire ton comportement. Et ainsi, te faire une recommandation. YouTube va agir sur cet algorithme de recommandation pour te pousser à passer encore plus de temps devant ton écran. Car qu'est-ce que ça veut dire vraiment, aimer une vidéo? Est-ce que c'est ce qui te sera utile? Pas forcément, car pour YouTube, c'est un contenu qui suscite de l'engagement, donc que tu regardes longtemps et pour lequel tu postes des commentaires.
Ainsi, l'algorithme est paramétré pour prédire le contenu pour lequel ta durée de visionnage est maximale. Pour ça, ils vont mettre en place 2 types d'algorithmes. Un premier plutôt neutre qui ressemble à celui de Google et te permet de trouver la vidéo que tu cherches, et un deuxième qui s'intitule « Recommandé pour vous » et est paramétré pour que tu continues à regarder. En prenant en compte la durée de visionnage comme objectif, ce nouvel algorithme va amplifier automatiquement des vidéos qui divisent, qui sont sensationnelles, voire même conspirationnistes. Suivant ces recommandations, tu plonges en quelques clics dans un univers provocateur et attirant. Reportages sur les groupuscules néo-nazis, les crashs d'accueil mystérieux, les tueurs en série, les attaques à l'acide, les 10 enfants les plus difformes du monde, les gitans irlandais contre les punks à chiens, Hillary Clinton est un homme, 6 témoignages d'astronautes sur les extraterrestres ou les 5 portes mystérieuses que tu ne devrais jamais ouvrir. Pour te garder captif, YouTube va mettre en place l'autoplay. Le lancement automatique de la vidéo suivante qui exploite un biais humain, le choix, par défaut, où ton cerveau va préférer naturellement l'état agréable de la passivité plutôt qu'une prise de décision coûteuse en énergie. Si tu laisses activer l'autoplay, tu fais le choix de ne pas choisir. Cette technique pour influencer ton comportement est basée sur l'effet Zeigarnik. En 1929, Blouma Zeigarnik, une célèbre psychologue russe, a observé que le fait de débuter une tâche crée une motivation d'achèvement qui restera insatisfaite tant que la tâche ne sera pas complétée. C'est pour ça que tu continues à regarder du contenu, allant même jusqu'au binge-watching, cédant inconsciemment au besoin irrésistible d'achever cette tâche pour pouvoir enfin passer à autre chose. Si tu cherches à t'informer sur YouTube, bon courage, car ces algorithmes, associés à la collecte de tes données, vont créer automatiquement une réalité personnalisée. Tu vas te retrouver dans ce que John Scruggs, lobbyiste du cigarettier Philip Morris, nomme une chambre d'écho, lorsque tes informations préférées se répètent tout en s'amplifiant. Car l'algorithme de recommandation est, par essence, profondément conservateur, flattant ton ego et t'emprisonnant dans ton conformisme. Si tu trouves ça révoltant et que tu te plains que YouTube tue la démocratie, provoque les fake news et va même jusqu'à influer sur la vie politique d'un pays en relayant les discours populistes et conspirationnistes, YouTube te répondra, la main sur le cœur, qu'ils ne produisent aucun contenu et que, oui, eux aussi sont victimes de ces méchants agents provocateurs, sûrement russes d'ailleurs, qui manipulent la vérité et tentent de nuire à notre belle démocratie. Voilà, quelques éléments de reprise. Qu'est-ce qui nous permet qu'est-ce qui génère de la dépendance? Mais la question, c'est ça. Est-ce qu'on vole notre liberté? Est-ce que nous-mêmes, on je dirais, soumet à cette absence de la liberté? Ah, donc, le support de YouTube, les recommandations, l'autoplay, les vidéos qui divisent, qui jouent sur les passions, la chambre d'écho. C'est-à-dire qu'on voit en boucle des vidéos qui nous renvoient à notre historique, à nos centres d'intérêt, donc la question de l'altérité est mise en défaut. Motivation pour finir une tâche, on commence une vidéo, on aimerait la finir, au moins quand elle est courte. Passer du temps, en tout cas on nous prend notre temps. Ouais. Alors, est-ce qu'on est libre? Toujours connecté. La question c'est, est-ce que je vis dans un monde réel? Qu'est-ce que c'est que le réel? Est-ce que le réel? Un jour, j'étais à un grand salon de la technique, et j'ai le responsable du salon qui vient vers moi, être trop content de voir un religieux en habit, là. Sympa, merci, on peut dire, etc. Et il me dit, mon père, vous savez, les gens sont pas heureux dans ce monde. Moi, je leur crée un monde parallèle, et là, ils deviennent heureux. Et j'étais fou. Oui, est-ce que on va nous emmener dans un métavers hyper adapté à notre historique, et puis voilà, pour vivre dans un monde parallèle à Avatar. Alors, on va voir toute la série des Avatars, sans entier. Et il y a plus de référence au monde réel dans les nouveaux Avatars. Voilà. À quel monde on se relie? Oui. Faire le bien fait du bien lorsque le vrai bien renvoie au réel. Seul le réel nous réalise. Est-ce que le réel virtuel est un réel?
Ben, certainement pas. On peut. Toujours connecté à qui? Voilà. À qui on est connecté. Une semaine sans écran, est-ce que c'est possible? Addict, moi, non, c'est exagéré quand même. Vous voyez, c'est une belle expérience à faire. Un week-end sans écran, sans rien. Et vous allez voir ça va démanger. Hein. ça démange. Est-ce que je sais où je vais avec mes écrans? Vous voyez, donc, ça peut nous emmener dans des contenus qu'on n'aurait jamais pensé regarder, ou dans des idées, dans des réflexions qui n'ont pas de base rationnelle. L'écran me fatigue. Voilà, le cerveau, c'est 35% de l'énergie consommée du corps. Donc, quand on passe du temps devant l'écran, on est fatigable et fatigué. Numérisation du cerveau, mais formatage du cerveau. On fonctionne déjà comme un ordinateur. On est en input, output. On devient de plus en plus binaire. Donc la pensée, gérer la pensée, c'est pensée, être, action. La construction d'une personne, c'est pensée, être, action. C'est pas simplement intuition, action. C'est pensée, discernement, position, réflexion. Voilà. Aujourd'hui, on est binaire. Les gens qui vous répondent toujours OK. Moi, je m'en tout ordinateur. OK. C'est binaire, quoi. Mais OK. Bon. OK. Depuis combien de temps l'écran est incontournable? Un enfant de 3 ans en France passe 3 heures par jour devant l'écran. Bon, peut-être que ça va. Il y a des prises de conscience psychologiques, politiques aussi, c'est intéressant. Donc, j'espère qu'on va collectivement avancer. En Chine, 9 ados sur 10 est myope. Donc, le gouvernement qui voit la catastrophe, ils ont interdit toutes les plateformes vidéo après 20 heures. Il n'y a plus de plateforme vidéo, c'est interdit. En Chine, plateforme vidéo. Donc, en France, je ne sais pas si c'est possible de être aussi radical, mais en tout cas, la mesure, elle est nette. Devant un problème collectif, la mesure collective est nette. Voilà. Une relation à l'écran qui me coupe de mon entourage. Mon chéri, je t'ai appelé depuis 3 tu n'as pas entendu. Maman, j'arrive, j'ai une bataille à terminer, j'en ai que pour 2 ou 3 jours. Bah oui, un espace-temps. On n'est plus dans le même espace-temps. L'écran nous emmène dans un autre espace-temps qui nous coupe de l'espace-temps des proches. Donc, vous voyez, une restriction d'écran, je peux faire revenir un espace-temps plus. Vous voyez, c'est être dispersé. Les jeunes aujourd'hui ont une concentration immédiate de 8 secondes par rapport à un visuel. Une pub. C'est pour ça que le TikTok ça marche bien, c'est des versions très short. La concentration et une personnalité, ça se construit sur 3 piliers. Concentration, attention, intention. Le but, c'est d'avoir une pureté d'intention qui dise un vrai bien en fonction de notre désir. Et on va essayer de l'atteindre par concentration, attention, et accompagner le geste en fonction de ses brisés. Dans la concentration de la jeunesse, elle baisse drastiquement, mais aussi dès le début. D'ailleurs, plus on avance en âge, on est capable de concentration. Donc tout ça, ça crée de la dopamine, ça stimule des hormones du plaisir. Il y a aussi la sérotonine, la noradrénaline, donc ces hormones du plaisir, qui nous engramment, qui nous formatent, qui aiment avoir plus au plus. Voilà. Sortir de l'addiction du smartphone, c'est plus difficile que sortir de l'addiction de l'alcool et de la cigarette. Témoignage de psychiatre. Voilà. Donc, c'est une réaddiction du smartphone. Et ce qui est intéressant, c'est de sonder qu'est-ce que remplit le smartphone de ce qu'on pourrait vivre sans smartphone. Donc, il y a une question existentielle, il y a une question de positionnement dans l'existence. Et positionnement dans l'existence, remplissage du vide et remplissage du plein. Comment faire le remplissage du plein et éviter le remplissage du vide. Le remplissage du vide, c'est toujours plus d'images. Oui. On veut de l'infini. Google nous donne de l'infini. Et il nous donne de l'infini immédiatement. C'est une sorte d'ersatz messianique. C'est intéressant quand vous lisez un petit peu les grands ténors, les prophètes technocratiques, Saint-Maxman, Hariri, Kurzweil et autres.
des gens plus qu'intelligents. Et ben, c'est intéressant, il parle de messianisme technocratique. La technologie va satisfaire nos attentes. Je n'y crois pas. Ça va peut-être nous aider, peut-être, mais ça va aussi beaucoup nous abîmer, beaucoup. Voilà. Alors, les écrans favorisent mon isolement, cyberdépendance, bientôt 2000 années. Ce serait bien de finir tout seul. Bah, tu es tout seul. En fin de compte, l'écran nous isole. 90% du temps devant un écran, on est seul. Donc l'écran nous isole. Il nous emmène dans un autre monde que notre monde immédiat réel. Donc il nous externalise. Alors que Saint-Augustin dit que la vie d'une personne, c'est du supérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur, de la grâce au désir, et du désir à l'environnement dans la vie. Grâce, désir. Et non pas technique, désir. Le frisson sur le net rend-il vraiment libre? Ben non. Je vous dis, hein, tout le monde regarde du frisson. Tout le monde. Ah, ouais. Le frisson est rentré partout. Et plus qu'un frisson, j'ai une saloperie qui abîme le regard. La majorité des adultes regardent du pain. Ouais, en fonction du temps connecté, mon écran est-il mon Dieu? Voilà. Même Jésus n'avait pas de smartphone. Voilà, bon. On nous fait croire qu'il y a le smartphone, une nouvelle génération. ChatGPT 5 qui est sorti cette semaine. Bah, évidemment, il y a des fonctions utilitaires nouvelles, intéressantes, c'est sûr. Mais en quoi ça satisfait l'âme? En quoi ça satisfait? Oui. Saint Ignace, il a cette expression: l'homme est fait pour louer, vénérer, servir Dieu, et par là sauver son âme. D'abord, louer, vénérer, servir Dieu. Et par là, après, ok, la technique. D'abord, être en action de grâce, en action de la grâce. Permettre d'être en état de grâce et se donner gratuitement. La Vierge Marie, c'est ça. Est-ce que les écrans me rapprochent, me relient à ceux que j'aime? Vous voyez, l'exemplarité en famille. De temps en temps, moi, je discute avec les familles sur la question de la charte familiale. On a une charte numérique collective, familiale. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on s'est mis d'accord? Est-ce que, bon, ok, pas de smartphone dans les chambres, des parents aussi. Donc j'ai un ami, il a son porte-manteau smartphone, avec chacune une petite poche, et le petit de 6 ans, il vérifie qu'au soir, le smartphone de papa, il est bien dans sa petite poche, et que tout le monde respecte. C'est dans les deux sens. Et puis pour les couples, voilà, pour les couples, est-ce que les écrans me remplacent la qualité de présence que je peux donner à mon époux? Non, mais c'est une vraie question. Des écrans dans le lit conjugal, où chacun regarde de son côté personnellement quelque chose, sans que l'autre le sache, que tu regardes, et puis je te donne un coup de pied avec le bout du pied, là, pas de réponse. Bon. Est-ce que ça favorise la qualité de présence à l'autre? C'est des questions ouvertes. Comment être plus cohérent avec soi-même? Ta mère et moi, on trouve que tu passes trop de temps dans ton écran. Donc, les enfants se mimétisent, s'identifient à leurs parents. Ils vont faire ce que font. Voilà. Donc, voilà. Alors, les écrans, mauvais maître, bon serviteur, si nous respectons les autres et nous-mêmes. Voilà. Alors, on va regarder on va regarder ça. Je vais vous donner un petit papier. Deux papiers. On va essayer de réfléchir sur comment l'addiction naît. Comment l'addiction naît. Vous avez tout le monde là? C'est moi? Voilà, ça vient. Alors, donc je l'ai donné à vos enfants ce matin. J'ai eu les 12-17 ans. Bon, les 15-17 ans, ils n'étaient pas là, ils se trouvaient dans la forêt. Donc j'ai eu les 12-17 ans. C'est comme ça. Est-ce que quelqu'un en a pas eu? Voilà. Alors, le smartphone, qu'est-ce qui est au centre de notre attention? Vous voyez, et je vais revenir à la vie de prière. Est-ce que Dieu a la première place? Qu'est-ce qui est premier dans ma vie?
pas de prière le matin, pas de petit déjeuner, parce que c'est d'abord le clic. Un Français allume son smartphone 260 fois par jour, en moyenne, une fois toutes les 6 minutes. Aux États-Unis, c'est une fois, et en Chine, une fois toutes les 4 minutes. Voilà, est-ce que je suis la nounou, je fais le toutou, et de mon doudou. Ouais, c'est un objet transitionnel, une extension de moi, un anxiolytique permanent. Voilà. Présence, vous voyez, quelle présence. Ah, et là, il y a un enjeu spirituel. Je remplis ma vie de quelle présence? Un simulateur de présence, le smartphone, l'écran, ou la réalité de la présence de l'autre, de mon conjoint, ou de Dieu. Et c'est pas jouer sur les mots de dire ça. Parce que notre cœur veut une présence. Il veut même une présence de qualité. C'est ça qui remplit notre cœur, accueillir au présent la présence comme un présent. Et ben, il y a une absence, il y a un simulateur de présence. C'est mettre des mots, je pense, sur des réalités vécues. Donc d'abord, la séduction. Par le flux des images, des vidéos, des informations à petite puissance. Oui, séduction. Comment commence la séduction? Elle commence par la couleur. La porte d'entrée de la séduction, c'est la couleur. C'est pour ça que, oui, je vais les donner comme piste, que pour éviter la porte d'entrée de la séduction, de mettre en gris. Vous gardez la conviction, vous gardez, et je vous assure que vous serez moins séduit. Comme tout commence par la dépendance par la séduction, voilà, le flux des images et la couleur, flux des informations, des vidéos, bon, on verra les implications pratiques. L'esprit est agité, perte de concentration, perte d'attention, perte d'intention, agitation superficielle, divertissement, pollution mentale, remplissage du vide. Blaise Pascal, vous avez été à Fort-Royal. Un jour, je suis allé à Fort-Royal pour lire la lettre apostolique du pape François sur Blaise Pascal. C'est intéressant. Il a résumé toute la pensée de Blaise Pascal sur une petite lettre. Très intéressant. C'est en ligne. Et je suis allé à Port-Royal la lire. Port-Royal, c'était le monastère, je dirais, janséniste, qui a été détruit par Louis XIV en 1712. Hein. Bon. Alors, Pascal dit, tous les problèmes du monde se résument à un seul problème. Être bien tout seul, avec soi-même et Dieu dans sa chambre. Tous les problèmes du monde se résument à un seul vrai problème, être bien tout seul, avec soi-même et Dieu dans sa chambre. Pas de smartphone, hein, est-ce qu'on est bien tout seul, avec soi-même et Dieu? Et je pense que là, il y a une piste de résilience, de progressive, d'habiter sa vie, d'habiter sa terre, sans externaliser sa terre par des objets technologiques. Voilà. Et ça calme l'esprit. Voilà. Et ça évite le divertissement, hein, c'est la citation de Pascal sur le divertissement, hein. Nos sociétés passent de divertissement à divertissement et se fuient elles-mêmes. Voilà. Alors, divertir ou être présent à la présence. Présence du conjoint, présence de l'enfant, présence de Dieu, présence de soi-même et dans le réel. Et un réel vécu, existentiel, n'a pas imaginé. Pollution mentale, lorsque le pape François, c'est un terme qu'il a vulgarisé, pollution mentale. C'est intéressant. La pollution mentale, oui, vous regardez 20 vidéos, 30 vidéos, même en scrollant en 10 minutes, etc. Ça pollue. Okay. On ne peut pas enlever une image qu'on a vue. Et là, il y a un réalisme cru. Il n'y a pas de rétroaction du temps. Le temps est irréversible. Les images qu'on a vues, rappelez-vous la première image un peu limite que vous avez vue, elle sera toujours là jusqu'à la fin de votre vie. Vous ne pouvez pas jamais l'enlever, jamais. Moi, je me rappelle, la première image frisson que j'ai vue, c'était à 5 ans, je regardais, c'était un petit garçon et une petite fille qui s'embrassaient sur la planète Mars. J'étais très connu dans ça.
C'est une image qui est là. Bon, pas très transgressif, mais, sous-entendu, les images restent. Donc, on est responsable de ce que nos yeux voient. Bienheureux, des cœurs purs, ils verront pas. La pureté des yeux, la pureté du cœur nous permet de voir. L'absence de pureté des yeux nous empêche de voir Dieu. Simplement. Le pape François, il aimait beaucoup citer Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, c'est un psychosociologue d'origine russe, mais ayant la nationalité anglaise. Et il dit, notre société, c'est une société liquide, qui n'a pas de racines. Tout est liquide. Le numérique, le monde numérique, c'est un monde liquide. C'est des vases communicants, il n'y a pas de racines, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'essence, des choses. Il y a de la sincérité, mais il n'y a pas de vérité. Voilà. La sincérité a remplacé la vie. Ça rentre dans l'indépendance, tout ça. Remplissage du vide, dépendance au plaisir immédiat, à la dopamine, addiction, recherche de récompense. On se fait notre petit shoot de dopamine. Et qui fait que, on a un petit plaisir fugace, mais qui pas forcément nous rend très fiers lorsqu'il est cumulé. En tout cas, est-ce qu'il nous aide à plier? Est-ce qu'il nous aide à ennoblir la profondeur de nos désirs? Est-ce qu'il nous aide à respecter nos valeurs profondes, voire non négociables, nos valeurs intrinsèques de vie? Présence, simulateur de présence. Comment satisfaire donc le cœur profond, si ce n'est dans une qualité de présence à Dieu. Voilà. Relations superficielles. Ah oui, ça crée des contacts, ça crée voir quelqu'un, passer une après-midi avec quelqu'un, ça remplace pas 10 coups de téléphone. Relations à basse fidélité, recherche de rapidité, discussion numérique, chambre d'écho, miroir, isolement, polarisation. En tout cas, il y a une légèreté de la vie. Au sens que profondeur, on fait les choses vite, au lieu d'être trop. On prend le temps. L'écran nous impose sa philosophie du temps. Et ça devient chronophage. Vous connaissez Chronos, la mythologie grecque? Comment ça finit? Mal. Chronos finit par manger ses enfants. Le temps chronophage, le temps que nous impose la rapidité du numérique, c'est pas chronophage. Ça nous mange. Alors que le temps de Dieu, c'est le kairos. C'est l'éruption de la présence dans l'instant présent. Ça, c'est le temps de Dieu. Le temps des hommes, c'est le chronos. Avec le risque extend d'être mangé. Et donc d'être insatisfait, d'être pas bien avec ça. Voilà. Alors, le smartphone, je lis la petite phrase au bas du schéma. Vous avez, le smartphone est le moyen par lequel la personne entre directement dans le filet technicien. Un filet qui nous emmène, je dirais, dans les cas du chalutier. Nous conduit à vénérer la technocratie. À nous d'en reprendre le contrôle pour intégrer humainement le progrès technique. C'est Bergson, je l'ai cité. Voilà. Le temps est l'espace de notre attention. L'espace. Où est-ce que nous causons notre attention, qui va stimuler notre intention. Et quand on sait, on en parlait tout à l'heure, le premier élément d'un acte humain, c'est la pureté d'intention. Et donc, quand notre intention est prise par cette frénésie d'image, c'est le premier mouvement de notre acte humain à la racine qui est volée. Si on vient par là, je pense que ça peut poser des questions. Cette réflexion reprise par Romano Guardini. Romano Guardini, c'est une des têtes pensantes qui m'a influencé Ratzinger et pas François. Mais en lumière l'éducation nécessaire. Je pense que là, il y a un axe. Nous avons besoin d'être éduqués, rééduqués. À pleine opposition. Moi, ma thèse, dans mon ouvrage, je ne fais pas d'ouvrage sur la technologie, c'est l'avenir du monde dépend de notre posture par rapport aux écrans. Est-ce que c'est l'écran qui vient à nous, ou est-ce que c'est nous qui allons à l'écran?
comme un moyen pour servir un grand bien qui construit les personnes et le bien commun. Voilà. L'éducation nécessaire pour vivre humainement ces avancées techniques. L'antidote de base à la perte de contrôle, se laisser attirer d'abord par la puissance de Dieu, révélée dans le Christ. Lui, il est réellement infini et il s'est fait fini, humble, proche, par pur amour. C'est ce que nous bénéficions dans notre vie chrétienne. Alors, le Christ s'est incarné et par notre baptême, sa force de vie résilie notre existence en permanence. Pour autant, on s'y connecte. Voilà. Et ce n'est donc pas la séduction des puissances de technologie qui fait ce travail de Alzati, stand-up, de se lever dans l'existence parce qu'on est en présence de Dieu, louer, vénérer, servir Dieu et par là sauver son âme. Alors, quelques conseils pratiques, après on peut discuter. Au dos, top 10 des bonnes pratiques pour commencer à vraiment se détacher. Sans smartphone. D'abord, la prière. La prière, de mon point de vue, la prière sans smartphone. Après, si vous voulez prier avec smartphone, non, ça marchera dans la durée que si c'est d'abord sans smartphone. Thérèse Avila parle du quart d'heure nécessaire à notre salut. Mettre Dieu à la première place. Dieu est non négociable. La prière est non négociable. Pour les mères de famille, il y a un seul créneau horaire. C'est une demi-heure avant le petit déjeuner. Après, c'est difficile. Bon. Alors, donc, accueillir dans la prière son axe de vie pour ne pas être désaxé et retrouver le goût de l'instant présent qui nous fait accueillir la réalité de la présence. Seul l'instant présent nous fait accueillir la réalité de la présence. De nous-mêmes, de Dieu, de l'autre. Choisir la couleur grise, on l'a dit, pour l'écran de son smartphone. Désactiver toutes les notifications. Pas de smartphone dans la poche le week-end et pendant les vacances. Demander de m'envoyer des SMS ou des messages WhatsApp et les consulter peut-être une fois par jour. Sous-entendu, échanger réellement de voix à voix, au moins. Et non pas, voilà, bon, on pourrait approfondir ça. Pas de smartphone dans la chambre à coucher. Elle appartient à vous-même, à Dieu, à votre épouse, à personne. Avoir un vrai réveil et donc une vraie montre. C'est ça le piège. Ah oui, mon père, il y a le réveil, il y a la montre. Je t'achète une montre. 1000 autos, 2000 autos, c'est ça. 5 €. Jeûner de tous les écrans 2 jours par semaine. Moi, je fais ça. Je jeûne des écrans 2 jours par semaine. Mais je vois, c'est un effort. C'est un effort. Parce que je travaille, je suis prof à la fac. Je travaille pas mal comme sur les écrans. Ok, je dois faire des efforts. Définir son code de la route numérique et le partager à ses proches. Oui, entre conjoints, par exemple, quel est ton effort? Quelle est ta charte? Pour ceux qui changent d'équipe Notre-Dame, on raconte quel effort? Une minute. Voilà. Hein. Voilà. Remplacer le défilement des vidéos par une demi-heure de marche quotidienne. J'ai un couple qui fait ça. Oui. Un couple que j'ai rencontré, ils m'ont dit, c'est ça, nous, hein. Non, ils n'avaient pas de problème le soir avec le smartphone. Ah, dès qu'ils ont mangé, ils vont marcher une demi-heure. Alors pendant un quart d'heure, ils n'ont rien à se dire. Et après un quart d'heure de marche ensemble, ils se parlent. Donc il n'y a pas. Et puis tantôt, ils emmènent un enfant. Voilà, ils vont marcher une demi-heure. Ils disent, on est en bonne forme, on dort bien, on s'est parlé au moins un quart d'heure tous les deux, et puis on est content aussi de cet effort. Il voit très bien les conséquences familiales. Puis il y a une exemplarité aussi pour les enfants. Éteindre son smartphone pendant les repas, bon, ça c'est la base. Ne jamais le consulter avant le petit déjeuner. Pas de smartphone non plus après le dîner. Bon. Pour moi, c'est des points de départ, ça. Hein. Se demander ce que je ferais si une personne bienveillante me regardait devant mon smartphone. Donc j'imagine le bon Dieu me regarder, en train de regarder mon smartphone. Je suis comme ça. Voilà. Mais bienveillant. Oui, bienveillant. Votre épouse ou votre époux, il est bienveillant. Hein, donc, d'écouter aussi les remarques bienveillantes du conjoint. Se demander constamment pourquoi suis-je devant mon smartphone
N'est-ce pas autre chose de plus constructif à faire? Sous-entendu, quelle perte de temps. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'ai écrit un petit bouquin, 10 jours pour reprendre le contrôle, 10 étapes, qui montrent que le remplissage du vide peut être, je dirais, remplacé par remplissage du plein. Mais ça demande, évidemment, un processus de progression lent. Voilà. En 10 jours, on peut reprendre le contrôle. Un changement, c'est 2 mois. Et au plan des neurosciences, un changement raisonnant. Les 10 jours pour reprendre l'axe, et après, en 2 mois, on peut réellement changer. Voilà.